Paris est une fête. Après les attentats du 13 novembre, on se forçait presque à sortir, à retourner aux concerts, terrasses de café pour célébrer l'esprit bohème si bien porté par Hemingway. Aujourd'hui, ces lieux du collectif sont appelés à refermer. Après Marseille et la Guadeloupe, Paris et les départements de la Petite Couronne basculent à leur tour en zone d'alerte maximale avec de nouvelles mesures restrictives. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le coût de la pandémie, pas économique mais démocratique. Y a-t-il encore une place pour l'éthique en temps de crise et si oui, laquelle? Notre invité est professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de Paris-Saclay, où il préside d'ailleurs le Conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Emmanuel Hirsch vient de rassembler 131 contributions, 131 contributeurs, pour participer à un ouvrage collectif, Pandémie 2020, Éthique, société, politique. L'ouvrage paraît aux éditions du CERF le 8 octobre. Comment penser notre démocratie après le Covid-19? Dans son avant-propos, il cite Bergson, nous invitant à agir en homme de pensée et penser en homme d'action pour trouver ensemble la capacité d'inventer face aux risques et face à l'inconnu. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Olivier Gisbert. Un livre écrit sur le vif, des analyses à l'épreuve du réel, puisque la plupart des contributions ont été rédigées pendant le confinement, entre mars et avril, et vous n'avez pas choisi ni de corriger ces contributions avant édition, ni de réviser vos jugements, d'y voir une matière brute. Pour la plupart, vous avez le sentiment que vous avez vu juste sur ce qui était en train de se jouer. J'ai le sentiment d'abord qu'on est allé sur le terrain et que ce qui s'est joué d'important s'est joué quelquefois au-delà de ce qui a été restitué par les médias, dans l'intimité du soin, dans l'intimité de l'engagement à la fois de bénévoles, de professionnels qui ont permis à la République de vivre et à la démocratie, je trouve, de trouver une expression comme rarement elle l'avait exprimée, notamment quand on a vu tous les débats sur les gilets jaunes, sur la critique de la démocratie, du vivre ensemble. Là, on a eu un sursaut tout à fait extraordinaire et je suis très inquiet que les politiques n'en aient pas tenu compte. C'est-à-dire que sur le moment, il y a eu l'héroïsation d'un certain nombre de circonstances qui, pour d'ailleurs les acteurs, n'étaient pas héroïques, c'était leur quotidien. Puis ensuite, il n'y a pas eu d'après. C'est-à-dire on a eu une période de déconfinement sans qu'on prenne en compte cette richesse, ce trésor qui aurait pu permettre de mobiliser la société autrement qu'à travers les injonctions comme tout à l'heure les prescriptions qui nous sont imposées. Donc j'ai l'impression que c'est pas une épreuve de la démocratie, c'est une occasion unique pour dire ce qu'est la démocratie dans ses valeurs de solidarité, pas uniquement de compassion par rapport aux personnes les plus démunies, comment on a une inventivité, une créativité, on a beaucoup parlé d'agilité. Et donc, très rapidement, entre écouter France Culture et puis réfléchir au quotidien pendant la période de confinement, je me suis dit, mais il y a énormément de personnes qui ont à dire, qui ont à penser, mais aussi à restituer déjà leurs expériences. Et par la suite, pour dire, donc, l'hypothèse, je la confirme par le terrain, comme directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France, dès fin mars, même dans la période de confinement, on a commencé à aller beaucoup sur le terrain. On a eu beaucoup d'entretiens avec les responsables, soit de services de réanimation, mais également du funéraire, mais aussi des EHPAD. Bref, on a été au cœur d'une réalité et on s'est dit, mais on est surpris. Et voilà, c'est un acte d'amour pour la liberté et la démocratie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on devrait davantage avoir à cœur dans le processus décisionnel ces grands principes qui ont été vivants et qu'on a un peu spoliés. Les périodes de crise, elles sont rarement très bonnes pour la démocratie. Emmanuel Hirsch, elles sont souvent restrictives ou suspensives. Elles nous invitent à être doublement vigilants. Je pense qu'elle nous invite à une épreuve de vérité à la fois personnelle, et beaucoup ont cheminé intérieurement, ne serait-ce que parce que le confinement, qui était également la France apprenante, c'est-à-dire une réflexion, c'était un moment très intense, on n'était pas des anachorètes, mais on était quand même dans une forme de solitude, de repliement, avec la capacité, et France Culture en a témoigné pour beaucoup d'entre nous, d'aller vers la culture, d'aller à la rencontre de l'autre, de comprendre la complexité. Donc je pense que c'était un moment unique, déjà de vérité personnelle, puis de révélateur de la société telle qu'elle est, à la fois dans ses capacités, quelquefois inattendues. On a parlé des invisibles, qui soupçonnaient, à part les gens qui vont vraiment sur le terrain, qu'il y avait toute cette force qui ne demandait qu'à avoir une visibilité et à participer des choix de la vie publique. Donc je pense que ce qui me met le plus triste aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est qu'on n'a vraiment pas tenu compte de ce que cette expérience révélait, d'une créativité, d'une force, d'une vitalité qui a permis quand même, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans les premiers temps, notamment les temps du confinement, mars, disons jusqu'au mois de mai, à la société de survivre.
parce que c'était ça le défi. Je ne parle pas ensuite de tous les professionnels, pas uniquement de la santé, mais du médico-social aussi. Celles et ceux qui se sont trouvés entravés par rapport à leur vocation et leur idéal du soin et qui se sont adaptés avec, encore une fois, une force, j'allais dire, tout à fait extraordinaire, pour prendre un peu les vis-roses de bricolage. Et ce bricolage, pour moi, devrait être intégré aujourd'hui à la réflexion sur le processus décisionnel. On a le sentiment qu'il y a des décisions qui sont prises d'en haut, sans sens du réel. Un réel qui a montré toutes ses qualités, mais aussi toute son humanité. Et ce que j'observe, c'est qu'on était dans les mois qui précédaient le Covid-19 à nous parler de l'homme numérisé, de la société algorithmique. Et là, c'est l'humain à bras-le-corps, c'est-à-dire l'immédiat qui a surgi, et dans une capacité qui, moi, en tant que témoin, m'a frappé. Et vous voyez, j'ai peut-être une conception qui est un peu en contradiction avec l'interprétation de certains intellectuels. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un homme de terrain. J'ai fait le choix d'exercer mon activité, entre guillemets, de philosophe, comme un engagement. J'ai eu dans l'engagement associatif et j'ai eu l'engagement institutionnel à travers mes responsabilités actuelles. Mais ce qui m'a fondé aujourd'hui, ce qui m'a structuré, c'est les années SIDA. C'est-à-dire, pour moi, la véritable invention, c'était les années 80, avec un milieu associatif. Rappelez-vous, Foucault, la création d'Aide en 1984 avec Daniel Defer. J'ai participé, c'était mon bain de culture, si vous voulez. J'ai eu 2 bains de culture. Il y a eu cette époque-là, et puis il y a aussi France Culture, quand j'ai travaillé à France Culture, avec une ouverture sur le monde. Et quand vous avez cette expérience-là, vous ne pouvez pas accepter un certain nombre d'indécisions ou de décisions qui vont à l'encontre de ce qu'est cette expertise. Et vous voyez, et je termine sur un point qui m'a beaucoup frappé, deux personnes que j'estime, avec lesquelles on peut dire qu'on est un peu compagnons de route, Jean-François Delfraissy et Françoise Barré-Senoussi, donc des personnalités du milieu du sida, mais pas uniquement des scientifiques, des gens engagés également dans une culture de la responsabilité au plan international, ont été à 2 responsabilités d'expertise. On pourra toujours parler d'expertise au niveau gouvernemental. Et c'était pas anecdotique pour moi. C'était ces gens qui avaient cette culture d'une approche démocratique des questions de santé publique et pas sanitarisée comme certains le disent aujourd'hui. C'est une approche dans sa globalité, dans sa diversité. Et quand je vois les avis du Conseil scientifique qui aujourd'hui sont contestés, y compris le dernier avis du 22 septembre dernier, je me dis on a la chance. Qui a été rendu public ou dont on a connu un peu les oui, mais ce week-end. La même chose, on pourrait voir l'avis d'Avril sur le vaccin. Il y a un trésor, j'allais dire, de réflexion dans un contexte évolutif, donc fait d'incertitudes, et où quelque part, certains prennent quand même la responsabilité d'arrêter un certain nombre de repères ou d'exigences. Voilà. Donc, vous comprenez à travers mon propos à la fois une admiration pour ce que nous sommes en tant que société démocratique, sur les messages également qui sont passés. Hier, j'écoutais dans l'esprit public Alain Finkielkraut qui disait que finalement, le fait d'avoir sauvegardé les plus vulnérables dans notre société, c'est un acte fort et ça nous a évité la barbarie. Et c'est lui qui le disait. Et je suis tout à fait en accord avec sa position, puisqu'il était en contradiction avec un certain nombre de grands intellectuels et moralistes. Il dit on a finalement privilégié les plus vulnérables qui, de toutes les manières, seraient décédés, si ce n'était pas du Covid, de leur vieillesse, au détriment de l'avenir de notre économie et de nos jeunes. Je trouve que c'est tellement insoutenable que là aussi, vous avez envie d'être militant et de dire à ces moralistes qui ne sont pas du tout en accord par rapport à ce qu'est la vraie réalité. On va y venir. Vous évoquiez juste ces années SIDA. C'est aussi durant cette période que pour la première fois, nous sommes, ou vous êtes confrontés à une telle inconnue. C'est aussi la période dans laquelle vous cofondez avec Didier Sicard et Alain Cordier l'espace éthique de la PHP. En 2009, vous aviez anticipé la crise sanitaire du H1N1 qui n'a pas eu lieu finalement dans un ouvrage collectif, Pandémie, grippale, l'ordre de mobilisation, c'était son titre. Aujourd'hui, dans Pandémie 2020, vous actez la crise. Elle a non seulement eu lieu cette fois, mais en plus elle n'est pas finie. C'est un peu comme Roselyne Bachelot avec ses masques. Vous aviez été un peu trop prévoyant peut-être la fois d'avant. Mais vous dites ceci aujourd'hui, si la crise est exceptionnelle, elle n'était pas imprévisible. Or, tout le monde a fait comme si on ne pouvait pas anticiper, si l'impréparation qui a marqué quand même ces premiers mois d'épidémie était normale.
Vous voulez bien évoquer un peu mon parcours qui a été pour moi le plus significatif dans le domaine du sida. Ça n'a pas été la création d'Espace Éthique en 95 au sein de l'Assistance publique hôpitaux de Paris. C'était la présidence d'une association, Arcade Sida, qui était la deuxième association de lutte contre le sida et qui était au cœur, j'allais dire, à la fois de la réflexion, parce qu'on avait le journal du sida, qui est un journal quasiment qui fait référence, on peut le consulter, et puis également on était très proche des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire des gens qui étaient le plus éprouvés par le sida. Et la personnalité emblématique qui pour moi a inspiré totalement ma démarche, c'est Jonathan Mann. Jonathan Mann était un professeur de santé publique, il a été à Harvard, mais qui s'est vu confier le programme SIDA de l'OMS. Et en 1986 jusqu'en 90, il a développé cette approche en disant on ne lutte pas contre une pandémie sans faire valoir les valeurs de la démocratie et des droits des personnes. Et que le fondamental, c'est la concertation, c'est le dialogue, c'est prendre en compte chacun dans sa richesse. On parlerait de capacité, à l'époque on parlait moins d'Amartya Sen comme maintenant. Et donc il avait quelque chose de l'ordre du devoir de mobilisation, de cette exigence de mobilisation. On ne décide pas seul, on décide avec et pour les gens. Et donc ces éléments bout à bout m'ont fait arriver finalement, quand il y a eu la menace du H1N1, avec cette culture, à la fois de l'accompagnement de quelque chose qui a quand même été une pandémie. Aujourd'hui, vous avez 770 000 personnes, je rappelle à Alain Finkielkraut et à André Comte-Sponville, qui meurent du sida encore dans le monde, alors qu'on a des traitements, des antiprotéases et différents traitements. Et donc, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette époque, c'est comment d'abord on pouvait maîtriser, en responsabilisant les gens, comment on pouvait lutter d'une manière digne et d'une manière cohérente, et d'autre part, comment on pouvait anticiper. Et donc, dès qu'il y a eu les prémices de la menace du H1N1, on était dans un contexte politique différent, avec Roselyne Bachelot, qui était peut-être plus ouverte au dialogue, à l'écoute, qui avait peut-être une compréhension plus intelligente de ce qu'était la société dans sa complexité. Et donc, on a mené, l'équipe de l'Espace Éthique, toutes sortes de dialogues, en organisant des conférences avec les professionnels, notamment sur la question du triage, puisque c'est une question importante, sur la question d'un éventuel vaccin, c'était une question importante, mais surtout sur qu'en est-il de la personne la plus vulnérable dans son accès à l'information, dans son accès à la décision, dans son accès à la responsabilisation. Vous voyez, dans le conseil Covid du gouvernement, il y a ATD Quart Monde qui est représenté. Ça a été pratiquement la seule association représentée. Et pendant ces mois qu'on évoque, les mois du Covid-19, la démocratie en santé, la loi, vous vous rappelez, la loi Kouchner du 4 mars 2012 sur les droits des malades a été totalement bafouée. On a été finalement hors sol par rapport à toute cette culture qu'on avait acquis dans le domaine du sida. Tout ça pour vous dire que quand vous évoquez les années sida par rapport à ce qu'est le Covid-19, vous mettez face à face deux approches. Une approche dont on a vu quels ont été les résultats, y compris au niveau international, et une approche dont on voit les équivoques, le côté erratique des décisions. Et pour moi, ça me catastrophe, parce que toute cette intelligence aurait pu être mobilisée. Voilà. Et donc, le constat, si vous voulez, est assez dramatique, parce que vous avez aujourd'hui des décideurs publics qui sont des gens de qualité. Vous voyez, ça me frappe, parce que... Et qui ont l'air débordés, en fait. Hein. Quand je dis que c'était anticipable, bien sûr que c'était anticipable, mais c'est très difficile de tout anticiper, d'anticiper une situation aussi, entre guillemets, catastrophique, c'est-à-dire avec ses conséquences multiples et variées. Mais encore une fois, la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est la résultante également d'autres processus, d'autres renoncements que la question de la santé publique. Donc il faut comprendre l'événement, et beaucoup d'intellectuels l'ont dit ces derniers mois, c'est pas uniquement la question du Covid-19, c'est la question d'une société qui est au bout d'une certaine forme de logique, au bout de certains modèles, qui est épuisé dans peut-être le renouvellement d'un certain nombre de questionnements. Et le défi, ça m'a beaucoup frappé, puisque certains disaient déjà d'une manière tout à fait catastrophée ou de pessimiste qu'il n'y aura pas d'après, c'est-à-dire qu'on ne tirera rien de cette expérience. Qu'ils soient rassurés, il y a déjà beaucoup de gens qui en tirent un certain nombre d'enseignements et qui aimeraient être, j'allais dire, mieux compris dans leur capacité d'apporter à la société, non pas des réponses, mais des approches qui nous permettent de soutenir ce long cours. Parce qu'on rentre dans un cheminement au long cours et avec, non pas uniquement une vision péjorative, mais en termes de construction, en termes de cohésion, en termes de pensée, de réflexion. Je termine parce qu'on est sur France Culture. Ce qui m'a le plus confondu, finalement, c'est le rejet, en quelque sorte, du monde intellectuel. Si moi j'avais été responsable public, la première chose que j'aurais fait,
bien sûr, il y a eu France Culture, la Comédie Française, il y a eu tout un ensemble d'activités. C'est quoi, c'est une sorte de grand débat où on écoute vraiment les intellectuels? J'aurais mobilisé les intellectuels, Mm. parce que dans des moments de cette nature, on a besoin de leur intelligence, on a besoin de leur poésie, on a besoin de leur critique. Bref, tout ce monde, tout cet univers-là m'a manqué et nous manque encore aujourd'hui pour construire l'appareil. La pandémie était inévitable, écrivez-vous Emmanuel Hirsch, parce que nous l'avons rendue possible. Cette crise n'est pas réductible à un désastre sanitaire, elle est révélatrice de ce que nous sommes. Vous pensez, comme Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, médecin, contributeur à cet ouvrage, Pandémie 2020, que cette crise a déjà révélé la vulnérabilité d'une société, mais qu'elle a aussi révélé ses dépassements. Vous louez cette intelligence du réel qui a permis au système de ne pas craquer et même de fonctionner à petite échelle ou à toutes les échelles. On va prendre l'exemple des hôpitaux. Vous avez déjà évoqué la question du tri. Et bien justement, les médecins face à la question du tri, c'est un extrait de Envoyé spécial du 19 mars 2020. J'ai cru entendre que Antoine, cette nuit en réa, avait été sursollicité. 19 fois. Voilà. Et j'ai entendu aussi que j'avais 2-3 collègues aux urgences qui avaient dû faire des limitations thérapeutiques un petit peu seul, quoi. C'est toute l'importance de la démarche conjointe qu'on doit avoir, qui est d'essayer de retirer la pression au médecin qui prend la décision, s'appuyant du coup sur une décision collégiale, une prise en charge qui soit coordonnée sur l'établissement, quoi. La discussion, c'est de fixer jusqu'où on soigne, c'est ça, pour pas saturer. Est-ce qu'il y a des gens qu'il va falloir ne pas soigner? C'est ça, ces questions-là? On soigne jusqu'au bout. C'est ça. La discussion, Le soin ne s'arrête pas, c'est permanent, même jusqu'au bout. La question, c'est juste qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition comme niveau de soins. Tout le monde ne pourra pas être transféré en réanimation. On voit même d'ailleurs que les quelques cas qu'on a pu transférer en réanimation, ça n'a pas changé grand-chose au pronostic. Donc il faut avoir, je pense, une réflexion raisonnée et raisonnable sur jusqu'où va-t-on dans le soin ou dans l'acharnement, quand on voit que finalement un transfert en réanimation n'amène rien à la survie, prolonge peut-être juste la durée des souffrances. Et donc c'est de donner la meilleure chance à chacun dans un système qui est saturé. Voilà, donner les meilleures chances à chacun dans un système qui est saturé. Parce que vous disiez dans votre première réponse, Emmanuel Hirsch, que pour les blouses blanches, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les personnels des EHPAD, ça avait été leur quotidien. C'est vrai que c'est leur métier, mais c'était quand même un sur-quotidien. C'est-à-dire que pendant cette première vague, comme on l'a nommé, et ce n'est pas pour rien, les hôpitaux ont été saturés. La situation a été particulièrement difficile et ces métiers, ces vocations spécialement dures à exercer. Ces témoignages, est-ce qu'ils rejoignent ceux que vous avez rassemblés, Emmanuel Hirsch? Tout à fait. D'abord, hommage à ces professionnels. Je ne suis pas certain que dans le contexte actuel, ils vont avoir la même motivation, la même capacité de mobilisation, parce que effectivement, le retour d'expérience a été quelquefois difficile, notamment d'intervenir dans un contexte dégradé, puisque un réanimateur, il sait décider. On a le temps, la décision, on intègre par exemple la position de la personne quand elle peut s'exprimer ou de ses proches. Là, c'était le temps très très limité. Puis, vous voyez, pour certains EHPAD, ils ont fait a priori une sélection eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont auto-censurés en disant de toutes les manières, cette personne est trop âgée, les conséquences de la réanimation lui seront délétères. Donc, il y a eu tout un ensemble d'éléments à prendre en compte, et éléments positifs aussi quand, par exemple, vous avez des SAMU au niveau finalement de la négociation de qui on prend pas, vous savez, qui est important, qu'on fait appel à des gériatres. Je pense que... Ce que vous dites, c'est que dans les périodes d'urgence, dans les moments de crise, la question éthique passe souvent au second plan et que toute la difficulté est de ne pas complètement la marginaliser et de garder ce cadre éthique, cette question-là, au cœur de la question du soin. Je pense que c'est une question éthique, c'est d'abord une question de bonne pratique professionnelle. Il y avait des personnes qui étaient avec des comorbidités, des facteurs de comorbidité qui ne laissent pas supporter une réanimation au long cours. Peut-être qu'aujourd'hui, les réanimations ayant fait certaines formes d'évolution, puisqu'on a acquis de l'expérience des premiers mois un certain nombre de savoirs, donc peut-être qu'on s'ouvrirait à d'autres personnes. Mais il y avait des personnes de toutes les manières qui n'auraient pas eu une qualité de vie ou de survie à la hauteur de ce que peuvent être les enjeux de la réanimation. Juste un point à prendre en considération. J'évoquais la régulation dans les SAMU. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas voulu aller en réanimation. La chose est très très compliquée. Alors on a des retours d'expérience aujourd'hui. Les réanimateurs, ils ne mouillent pas le doigt pour savoir s'ils réaniment ou pas. Vous avez des sociétés savantes, vous avez des protocoles, des procédures. Donc je pense que les choses se sont passées d'une manière très très sereine
sereine, non pas en termes, d'environnement, mais sereine, c'est-à-dire au niveau de l'argumentation. Vous avez des comités d'éthique qui se sont constitués. Mais pour moi, le plus important, c'est pas la réflexion théorique, c'est les bonnes pratiques, c'est-à-dire comment, d'une manière consensuelle, on arbitre une décision, comment on l'arbitre d'une manière juste, et sans que le facteur âge, a priori, soit le déterminant. Aujourd'hui, vous avez 6 250 000 personnes qui ont plus de 75 ans. Est-ce que demain, ça va être un facteur discriminant de dire à 75 ans, cette personne ne relève pas de la réanimation, d'un protocole de réanimation, alors que derrière ces 6 250 000 personnes, vous avez des variétés de parcours de vie, de capacités, enfin voilà. Donc la finesse, la granularité est très difficile quand on est dans une situation de crise, et avec cet environnement de peur, de menaces, on parlait de mort massive, il y a à peu près 100 000 personnes qui ont fréquenté l'hôpital dans la partie, le pic de la partie 1 du Covid-19, ce qu'on oublie de dire, c'est toutes les personnes qui sont sorties vivantes. On déplore aujourd'hui 32 000 victimes, en tous les cas parmi les personnes qui sont comptabilisées comme étant mortes du Covid-19. Mais je rends hommage, vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur des médecins qui avaient les remèdes extraordinaires dont on a vu en quelque sorte comment ils ont déçu au niveau de leur validation. Mais les efforts ont été faits pour sauver des existences humaines. La vraie question, c'est l'après. Vous avez maintenant toutes sortes de personnes qui présentent des pathologies post-Covid, donc qui sont atteintes de maladies chroniques au long cours. Et dans l'inventaire général, il ne faut pas les négliger, puisqu'ils ont des problèmes neurologiques, enfin différents tableaux cliniques. Vous avez aussi, et je reviens sur votre question, qui est une question importante et qui est à prendre en considération, vous avez tous les syndromes post-traumatiques qui existent aujourd'hui, donc il y a toute une dimension psychiatrique. Pour revenir donc à la question que vous avez posée, je pense que la décision est importante. Le triage, c'est quelque chose qui a l'air péjoratif, mais qui est important même en termes de justice. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que les politiques ont donné les moyens aujourd'hui aux équipes de pouvoir assumer leurs responsabilités, leur mission, dans un contexte qui risque d'être nouveau difficile. C'est-à-dire, on sait qu'on a un nombre limitatif de lits de réanimation, c'est entre 6 et 10 000 la capacité d'accueil en réanimation. Il n'y a pas que des gens qui vont en réanimation, il y a aussi d'autres services qui peuvent accueillir les personnes. Mais la vraie question, c'est une question politique. C'est-à-dire, soyons conscients que si un réanimateur est amené au quotidien à choisir, s'il a 10 lits, et puis qui choisit qui va dans son lit, d'une certaine manière, donc qui va bénéficier d'un traitement, c'est aussi par rapport à des choix qui sont des choix politiques, des choix budgétaires, et on est toujours dans un contexte restrictif, c'est-à-dire tout n'est pas possible. Uniquement, il faut une pédagogie aussi qui accompagne ces questions. Et vous voyez, juste pour terminer sur ce point, et c'est vraiment pour moi le philum, pourquoi il n'y a pas eu de débat sur les conditions, en fin de compte, non pas d'accueil en réanimation, mais les conditions de régulation, c'est-à-dire sur les arbitrages, où il n'y a pas de plus de transparence. Vous allez dans des EHPAD où des personnes âgées ont dit, moi, de toutes les manières, je préfère ne pas être réanimé, je préfère que ce soit des jeunes qui bénéficient de la réanimation. Il y a toute une intelligence collective, si vous voulez, qu'on méprise, alors qu'on aurait pu, me semble-t-il, en débattre. Voilà, on a manqué de concertation, ça c'est évident. C'est le maître mot de cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Emmanuel Hirsch, Pandémie 2020. On a manqué de concertation, de parole, peut-être aussi. On a évoqué la relation patient-malade avec les soignants. Les conséquences du confinement et de cette première vague, c'est aussi la relation avec les proches des patients, de la question de l'accompagnement. On va écouter le témoignage de Gabriel Weisser dans le Haut-Rhin. C'est un extrait des Pieds sur Terre. C'était le 15 avril 2020, donc l'EHPAD dans laquelle était accueillie ma maman, le médecin de garde m'a appelé et la terrible nouvelle est tombée. Elle venait donc d'être contaminée par le virus du Covid-19. Ma fille, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Mais papa, c'est pas possible qu'elle va mourir. Donc ils vont pouvoir faire quelque chose, dans le sens où « Mais on va la soigner ». Or, j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui était prévu comme soin et il m'a dit qu'il y aurait des soins uniquement palliatifs. Donc j'ai ramené mes filles, parce que je suis donc séparé de leur maman. J'ai ramené les filles donc à Fessenheim où elles habitent avec leur maman. Et sur le retour, mon grand frère m'a contacté. Et c'est là que j'ai appris donc le décès en même pas une journée de ma maman. Donc, lorsque j'ai envoyé immédiatement l'information à mes filles,
là, elles sont tombées des nues. Et notamment Luce la plus grande, qui est née dans une société moderne, avec des systèmes de soins modernes, avec des hôpitaux où on prend en charge les malades. Et tout d'un coup, elle a découvert l'impossibilité des hôpitaux, des EHPAD, de prendre en charge les personnes âgées qui seraient contaminées par le Covid. Voilà, le témoignage bouleversant de cet habitant du Haut-Rhin, la découverte de l'incompatibilité. On entend aussi une forme d'incompréhension. Il y a eu peu de temps pour expliquer les choses, pour se dire les choses. Il a fallu décider, comprendre sur le vif. Et parfois, la parole n'a pas continué à circuler. Beaucoup se sont sentis très abandonnés, très solitaires. Ça fait partie de ce que vous appelez le coût éthique de la pandémie qu'on néglige. Je ne sais pas si c'est un coût éthique. D'abord, beaucoup d'émotions dans ce témoignage, beaucoup aussi de respect pour ce qui s'est passé dans les EHPAD. On a cherché, contre des prescriptions qui étaient quelquefois un peu autoritaires et un peu décalées par rapport à la réalité, à maintenir la relation de sens, qui est la relation de vie pour les personnes qui étaient dans les EHPAD. Il faut rappeler que dans les EHPAD, il y a à peu près aujourd'hui 750 000 personnes qui sont dans des établissements spécialisés comme les EHPAD, et que la moyenne d'âge est quand même d'à peu près 85 ans, avec des personnes qui sont souvent avec des pathologies lourdes, également atteintes souvent de maladies comme la maladie d'Alzheimer. Donc les tableaux ne sont pas, simples, mais des approches au cas par cas ont permis à certaines personnes dans les EHPAD de bénéficier de réanimation quand c'était justifié. Encore une fois, ce qui manque aujourd'hui, et certains EHPAD en ont tenu compte, c'est le débat, y compris dans les EHPAD. Vous avez dans les EHPAD c'est ça que des vous appelez la démocratie en santé. Oui, tout à fait, mais je suis allé encore la semaine dernière dans 2-3 EHPAD et j'ai vu que dans certains EHPAD, on a ce qu'on appelle les conseils de la vie sociale, c'est-à-dire une espèce d'entité démocratique où vous avez les résidents et puis vous avez les représentants des familles. Et certains EHPAD ont dit, face à ce qui va se passer demain, quel type de décision on prend ? On doit à la fois protéger, on est dans un lieu collectif, la collectivité, respecter les individus dans leur parcours, dans leur libre choix, respecter aussi le point de vue des familles. Donc on est dans quelque chose de complexe. Vous voyez, c'est la même chose quand on a évoqué tout à l'heure la réanimation. C'est pas uniquement réanimer une personne, c'est voir aussi les conséquences et les finalités d'une réanimation, les conséquences pour une famille. Et vous voyez, ce qui a manqué... Mais certains vous diront que dans ces moments-là, il faut, semble-t-il, agir vite, centraliser la décision, ne pas se disperser. Agir. Je pense que ce qui est fondamental, et on voit dans le retour d'expérience, c'est la médiation entre les équipes qui décident et les personnes concernées. Alors, où on anticipe, quand on a la possibilité d'anticiper, on a pu dire par exemple aux personnes, si demain vous vous trouviez dans une situation qui justifiait une hospitalisation, est-ce que vous acceptez ou pas ? Quand les personnes sont en capacité de discernement, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est la médiation. Et ce qui a beaucoup manqué, alors beaucoup de services en ont tenu compte, c'est la médiation pour expliquer. Quand vous avez une personne qui est à l'hôpital, vous allez voir l'équipe, elle est disponible. Là, ce n'était pas tout à fait le cas. Vous avez de l'information et quelquefois, vous allez participer de la prise de décision parce qu'on a un peu de temps pour décider. Là, on était dans un contexte très limitatif, y compris, et ça a été quelque chose de très accablant pour les familles, pour la fin de vie, pour l'accompagnement auprès des personnes en fin de vie. Et vous voyez, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le caractère transgressif de certaines équipes qui ont pris des décisions à l'encontre de ce qui leur était imposé. Ils ont pris la responsabilité, par exemple, de privilégier l'accompagnement de fin de vie, en créant les conditions, avec toutes les règles d'hygiène qui pouvaient être satisfaites, aux familles d'être auprès d'un être cher. C'était la même chose pour les obsèques. Vous voyez. Je pense que ce dont les pouvoirs publics devraient mieux tenir compte, c'est tout ce qui s'est créé d'immédiat, qui rappelait qu'il y a des choses essentielles, des inconditionnels. Vous voyez, la question des obsèques, elle n'est pas anecdotique. À l'Espace Éthique Île-de-France, on a mis 7 groupes thématiques en place, vous pouvez regarder sur le site, et notamment la question du funéraire. Et on voit qu'au niveau d'une culture, au niveau d'une société, ce n'est pas anodin que d'avoir la capacité du deuil, de la présence à l'autre. Il y a même toute une inventivité au niveau même à distance par rapport à ces questions. Mais je crois que tout à l'heure on parlait de l'éthique. Je pense que notre société, elle a des fondamentaux. Et dans des moments de désordre, d'inquiétude, comme une pandémie, il faut essayer de voir quels sont nos fondamentaux, quels sont les inconditionnels. Quand le chef de l'État a dit on n'abandonnera personne sur le bord du chemin, il y avait, un principe inconditionnel. Ensuite, il faut voir comment ça a été décliné sur le terrain. Mais moi, je tiens, dans une démocratie, à ce qu'on rappelle les valeurs de justice. Regardez les personnes en situation de précarité sociale, comment elles ont été exposées. Jusqu'ici, le Conseil scientifique rend des avis. Le Haut Conseil sur la santé publique est parfois consulté sur le protocole sanitaire et le gouvernement prend la décision. Depuis la rentrée, les préfets et les maires sont un peu mieux associés à la décision. Et à vous lire, c'est ce qu'il faut, c'est ce vers quoi il faut aller. Il faut se risquer, écrivez-vous, à une autre pratique de la démocratie, à une autre intelligence de la démocratie, sans carte et sans boussole. Vous nous aviez plutôt attribué un bon point sur notre attitude
attentes collectives pendant le confinement, hein, le respect des règles. Alors, est-ce que c'était la peur du virus, du bâton qui nous a guidés ou le sens de la responsabilité collective? Vous écrivez, Emmanuel Hirsch, que nous sommes tous aujourd'hui les témoins désormais responsables. Demain, s'il y avait un reconfinement, est-ce que la société, pour vous, est prête à de nouveaux renoncements, à accepter des décisions dont elle n'a peut-être pas pu prendre, auxquelles elle n'a pas pu prendre part, en tout cas à la discussion? Je crains que non. Vous voyez, je crains que non. Et je crains qu'on n'ait pas compris ce qu'était la capacité dans une société d'assumer la responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité partagée. Je pense que les décideurs doivent décider, mais après vraiment une argumentation serrée, après une instruction d'un dossier. Et ce qui est accablant, c'est le déficit en communication, pour prendre exemple. Quand vous regardez tous les textes préparatoires à des risques sanitaires, l'essentiel, c'est l'information, en termes de loyauté. C'est la proportionnalité et la réversibilité des décisions. Il y a tout un ensemble, si vous voulez, de procédures, il y a tout un ensemble de fondamentaux. En éthique, j'allais dire, on a tout un référentiel, si on veut, et on se dit, est-ce que c'est respecté ou pas? Ma crainte aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est la défiance. C'est-à-dire, il y a eu tellement de positions contradictoires, et je termine sur un point qui m'a frappé. On n'a pas préparé le déconfinement. Le déconfinement, c'était pas la liberté, c'était la responsabilité. Et on aurait dû créer au niveau national, comme ça se faisait au niveau du sida, des lieux où on peut se concerter, où on peut être informé, recréer des légitimités qui vont à l'encontre un peu des expertises qui sont contestées. Donc mon inquiétude aujourd'hui, c'est la méfiance, le refus et le quant à soi. Voilà, et c'est la question de savoir ce que nous sommes prêts à sacrifier ou à mettre de côté au nom de la lutte contre la pandémie. Rappelons qu'à temps exceptionnel, droit exceptionnel, le droit commun ne peut pas suffire, dit l'exécutif. Le régime post-état d'urgence sanitaire vient justement d'être prorogé jusqu'au 1er avril. Il permet au gouvernement et au préfet de prendre des mesures restrictives pour lutter contre l'épidémie. L'opposition, forcément, a réagi durement. Ou encore le journal L'Humanité qui dit « La Macronie invente l'exception transitoire permanente ». Voilà, à gauche comme à droite, les députés appellent aujourd'hui à concilier la contrainte sanitaire et les libertés publiques. Le débat est loin d'être terminé. Un grand merci à vous, Emmanuel Hirsch, d'être passé autour de cette grande table des idées. C'est un grand plaisir pour moi. Merci de votre invitation. Pandémie 2020, ouvrage collectif qui paraît le 8 aux éditions du Cerf. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à la programmation Auriane Delacroix et Jean Bulot, à la préparation Laura Dutèche-Pérez avec Madeleine Martineux et Anouk Delfino, chargé de programme Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Olivier Arnay. Demain, l'autoportrait avec Pessoa du dessinateur et écrivain Frédéric Pajac dès midi. Et le travail qui vaut bien aussi un manifeste, ce sera avec Isabelle Ferreras et Julie Batilana, 2 des 3 auteurs avec Dominique Méda d'un manifeste déjà traduit en 27 langues qui entend démocratiser le travail et l'entreprise. Bel après-midi à tous sur France Culture.